Bienvenue sur Sira TV avec un nouveau plateau. Nous allons tout de suite ouvrir un nouveau débat sur les référentiels qualité pour les produits à marque de distributeur avec l'ISARA Lyon, une école d'ingénieurs au cœur de la vie qui est centrée sur trois métiers, l'enseignement, la recherche et l'étude conseil, bien sûr autour de la filière agroalimentaire. Pour parler de ce plateau, eh bien, nous accueillons Christian Pinault, le directeur du département agroalimentaire. Nous allons justement parler eh bien, des référentiels qualité pour les produits à marque de distributeur qui sont des clés d'entrée indispensables pour accéder à la GMS. Nous en parlons donc avec Christian Pinault. Bonjour. Bonjour. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous avons un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce sujet sérieux mais qu'on va rendre léger, vous inquiétez pas. Donc les référentiels qualité, évidemment, c'est une pierre d'angle à plusieurs titres. C'est absolument indispensable aujourd'hui pour accéder au marché, en particulier au marché de la grande distribution. Mais aussi dans une vision plus interne, c'est le moyen pour chaque entreprise de conduire et de guider une démarche d'amélioration continue qui est importante pour évoluer et pérenniser les activités. Alors aujourd'hui, essentiellement, les systèmes qualité sont basés sur deux référentiels. Donc l'IFS version 6, en attendant la version 7, bien évidemment, et puis le BRC version 7. Alors tous ces systèmes sont en évolution et la question que l'on pose aujourd'hui à laquelle mes interlocuteurs vont essayer de répondre, c'est qu'est-ce que cela va changer pour les acteurs de l'agroalimentaire à partir de maintenant. Alors pour traiter ce sujet, trois experts sont autour de moi. Madame Lemaître, ici présente à ma gauche, directrice technique IFS à la FCD, donc la Fédération de la consommation et de la distribution, qui essentiellement va nous apporter sa vision des référentiels qu'elle pratique au quotidien. Madame Pierre, donc consultante à l'ISARA Lyon, et en charge donc des systèmes de management, qu'ils soient IFS ou BRC, qui va, elle, nous apporter une vision essentiellement des entreprises concernées par ces systèmes. Et enfin, Monsieur Perrochot, qui est directeur commercial et auditeur pour la partie IFS-BRC chez DECRA Certification. Voilà, et qui, lui, va nous apporter évidemment le point de vue de l'organisme de certification. Donc, à partir de maintenant, on va parcourir le temps qu'on va passer ensemble, donc un bref historique de la situation, qu'on va vous donner, faire le point sur les apports de ces différents systèmes à date, et bien évidemment, dernier point, et se projeter, quelles sont les évolutions qu'on va envisager, puis une perspective peut-être un peu plus lointaine pour replacer ça dans un cadre évolutif, comme on l'a dit. Voilà, nous allons commencer donc, pour la partie historique. Donc j'adresse une première question. Je vais demander à chacun des interlocuteurs d'apporter la réponse selon leur angle de vue. Donc justement, quelle est la situation actuelle des référentiels, y compris en nombre de certificats délivrés sur les différents systèmes, ce qui est le plus représenté et au niveau des entreprises. Voilà, donc je vous passe la parole. Donc Madame Lemaître, peut-être pour commencer. Très bien, merci beaucoup. Donc au niveau de l'IFS, c'est un référentiel qui existe en France depuis 2004. Et donc en 12 ans, il y a eu un développement assez conséquent puisqu'aujourd'hui on compte 14 000 certifications IFS Food au niveau international, dont 1800 en France. Alors si on regarde un petit peu ce que l'IFS a apporté dans ces 12 dernières années, ça a déjà permis de consolider la mise en place des études HACCP au niveau des entreprises et ça a permis également de consolider la maîtrise des procédés de fabrication des entreprises. Dans un deuxième temps, je dirais que ça a permis aussi de renforcer la communication entre les distributeurs et les entreprises agroalimentaires, puisque l'objectif de la certification IFS, c'est aussi de garantir la conformité au cahier des charges, qui est un lien contractuel entre les distributeurs et les entreprises. Après, une évolution qui, moi, me semble clé au niveau de l'IFS, c'est la formulation des exigences, qui est moins finalement sur des exigences de moyens, mais plus sur des exigences de résultats. Dans les exigences IFS, on voit de plus en plus d'exigences qui sont formulées sur la base d'une analyse des dangers et d'une évaluation des risques, ce qui permet plus de flexibilité à l'entreprise pour mettre en place ses propres moyens pour arriver à maîtriser ses procédés. Enfin, en termes de bénéfices de la certification IFS, en 2009, nous avons lancé une étude qui a
qui avait pour objectif d'identifier quels étaient les bénéfices apportés par une certification IFS. Donc cette étude a été faite en 2009 et elle sera mise à jour cette année. Et donc sur les témoignages qu'on a pu identifier, on s'est rendu compte d'une réduction significative du nombre de rappels pour une entreprise de 17%. Du nombre de réclamations, 27%, et aussi du nombre de problèmes liés à la réglementation avec une diminution de 50%. Donc on voit à travers ces chiffres que la certification de manière générale, et ici je vous parle de l'IFS, a permis vraiment d'améliorer les processus et de limiter et de diminuer le taux d'erreur global des entreprises certifiées. Alors ça c'est bien pour l'IFS. Alors qu'en est-il du BRC, Monsieur Perrochot? Alors pour le BRC, bon, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit parce que je pense que les objectifs initiaux sont tout à fait équivalents, hein, puisque c'est un référentiel qui appartient aussi à des distributeurs, à la distribution anglaise. En termes de chiffres, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a aujourd'hui un peu plus de 17 000 certifiés BRC dans le monde. Donc des chiffres à peu près équivalents. Par contre, en France, on en a moins qu'en IFS, puisqu'on en dénombre 711 exactement. Donc bon, avec les variations de délai de validité de certificat, on va dire autour de 700. Hein, bon, là, ce qui est important de noter, c'est que cette source-là, effectivement, c'est le BRC Directory, donc c'est le site sur lequel on enregistre les certificats. Donc on a toujours une petite marge d'erreur qui est liée à des délais justement de processus de certification ou à des dépassements de délais, des sites qui seraient sortis, etc. Donc c'est une évaluation à 17 000 au niveau mondial et 700. Alors, ça c'est une vision macroscopique, mais qu'en est-il de la vision plus microscopique, on va dire, au niveau des entreprises, hein, qui sont les acteurs pour la partie vraiment entreprise, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que pour l'instant, les entreprises sur le territoire français, en tout cas les entreprises que j'accompagne dans le cadre de l'ISAR à Lyon, sont essentiellement sur le marché français. Donc c'est vrai que je dirais 90% des gens que j'accompagne, des entreprises que j'accompagne, sont centrées sur l'IFS, puisqu'on est sur le marché français, et qu'à partir du moment où elles ont mis en place l'IFS, ça leur permet éventuellement d'accéder à des marchés complémentaires type anglais et à ce moment-là de passer à des audits combinés IFS et BRC. J'ai très peu d'entreprises qui sont que BRC. Voilà. Et autrement, en fait, elles vont, en fonction de la destination des produits, il en arrive aussi qu'ils soient orientés sur l'ISO 22000, puisque c'est un système là, donc sans certification, mais qui permet quand même de structurer l'entreprise, puisque l'objectif, c'est vraiment arriver à avoir un système de management de l'entreprise qui soit complet, efficace et finalement qui réponde à toutes les exigences, que ce soit de l'IFS, du BRC. Dites-moi, l'IFS a cette particularité, c'est qu'il y a une notation négative, hein, qui est apparue, hein, donc, qui va jusqu'à moins 20 points, c'est ça? Alors, comment cela a été vécu? Alors, pour ce qui concerne l'entreprise, en tout cas. Pour l'entreprise, c'est comme les étudiants, hein, il n'y a plus d'impasse possible. Il faut tout bachoter. Alors, mais quelque part, c'est quelque chose qui est assez intéressant, puisque ça permet aux entreprises de tout travailler et d'être sur vraiment un système de management transversal et vraiment d'impliquer l'ensemble de l'entreprise. Et comme ça, il n'y a plus de secteur où on se dit, tiens, je fais une impasse dessus et tant pis, j'aurai que 0. Non, là, c'est moins 20. Donc, effectivement, il faut tout travailler et donc impliquer toutes les équipes. Et de toute façon, ces référentiels-là, que ce soit IFS ou BRC, ça ne fonctionne qu'à partir du moment où la direction a un véritable engagement dans ces démarches-là et à partir du moment où c'est un vrai projet d'entreprise. Alors Madame Lemaître, vous qui êtes experte du système IFS, quel est votre regard justement sur cette notation négative et l'impact que ça peut avoir pour le business alors? Déjà, c'est surtout pour la partie explicative, pourquoi on est passé à une notation négative. Il faut savoir qu'avant la version 6, il y avait 90%, un peu plus de 90% des entreprises qui étaient certifiées en niveau supérieur. Donc l'objectif aussi de passer de la version 5 à la version 6 à une notation négative, c'était un petit peu de reniveler les entreprises et puis pour réaugmenter la marge destinée à l'amélioration continue. Donc pour
évaluer le nombre de points, est-ce qu'il fallait faire moins 10, moins 5, moins 20, on a réalisé des études statistiques. Et donc avec cette notation moins 20, on a pu se rendre compte que ça permettait de ne pas trop pénaliser les entreprises qui étaient auparavant certifiées en niveau supérieur. Elles pouvaient conserver leur niveau supérieur, mais de redonner un petit élan pour la progression. Et donc les chiffres actuels sur la version 6, on est toujours à 80% des entreprises qui sont certifiées en niveau supérieur. Donc malgré cette notation négative, on reste toujours sur un taux de réussite élevé à la certification et en particulier au niveau supérieur. Alors Monsieur Perrochot, pour ce qui concerne BRC, donc on n'a pas de notation négative, mais par contre, est-ce que ça fait partie des évolutions envisagées? Oui, en fait, très rapidement, je voulais vous confirmer que la tendance à une notation plus discriminante va s'exprimer aussi à travers le BRC version 7. Puisque beaucoup, de la même façon que pour l'IFS, beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont d'un niveau A. Il va y avoir une notation plus discriminante, mais on reviendra peut-être sur le sujet plus longuement si on a le temps. Version 7 chez BRC, c'est pour quand? Alors, elle est parue en français, ça y est, et elle sera applicable à partir du 1er juillet 2015. D'accord. Alors, continuons sur le BRC. Donc, une particularité du système BRC, ils ont introduit notamment, je dirais, dans les pays anglo-saxons, donc les audits surprises, les audits inopinés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là et combien d'acteurs ont sollicité cette approche? Eh ben, il se trouve qu'on a relativement peu de recul là-dessus pour le moment parce que ça a été longtemps donc, basé sur le volontariat des entreprises, le recours à ces audits inopinés et donc, disons-le clairement, assez peu développé en France jusqu'à l'année dernière où l'un des distributeurs anglais, Asda pour ne pas le nommer, a exigé de la part de ses fournisseurs d'être audités en inopiné BRC. Voilà. Penchons-nous maintenant sur les apports. Donc là, on a balayé tout ce qui était la situation à date. Quels sont les éléments dans ces différents systèmes qui ont le plus aidé les entreprises à se structurer précisément et en termes évidemment de valeur ajoutée? Qu'est-ce que ça a apporté aux acteurs économiques, les entreprises en particulier? Madame Lemaître, à votre tour. Alors au niveau des évolutions et des apports, des révisions, bon déjà il faut savoir qu'on ne révise pas des référentiels pour le plaisir de réviser. Généralement une révision est liée à une évolution de la réglementation, une évolution post-crise de problématiques émergentes et puis aussi les révisions permettent de mettre l'accent sur des points qui sont peut-être pas forcément conformes au niveau des entreprises ou qui font l'objet de nombreuses réclamations au niveau des consommateurs. Et donc, par exemple, les évolutions clés entre l'IFS Food version 5 et l'IFS version 6 ont été, dans un premier temps, l'harmonisation et la prise en compte des exigences de l'ISO 22000 pour intégrer l'intégralité du tronc et du socle de la sécurité des aliments. Donc, à cet effet, dans l'IFS version 6 a été intégrée la notion de CP, point de maîtrise. Et puis et surtout, je dirais, c'est l'augmentation de ces exigences qui sont finalement hors socle sécurité des aliments, qui sont plus liées à la qualité des produits et qui font vraiment l'objet d'exigences très importantes dans le cadre des produits marques distributeurs. Et donc je pense à deux sujets dans la version 6 qui sont liés à des exigences qualité. C'est notamment la recherche et le développement et donc les mentions étiquetage. Dans la version 6, on a vu beaucoup d'exigences sur la qualité de l'étiquetage. Est-ce que les mentions sont lisibles, mais aussi sur le contenu? Comment l'entreprise garantit la conformité de l'étiquetage aux exigences réglementaires et aux exigences des clients? Et enfin, sur la conformité des poids, on s'est rendu compte à l'issue de la version 5 qu'on avait beaucoup de non-conformité sur les poids des produits. Et donc dans la version 6, l'objectif était d'augmenter les exigences sur le contrôle des poids pour aider les entreprises à s'améliorer sur cette thématique. Monsieur Perrochot, vous êtes d'accord avec tous ces éléments? Qu'est-ce que vous pouvez rajouter en l'occurrence? Moi, je partage complètement ce qui a été dit à travers donc la discussion qu'on vient d'avoir sur les apports des différents référentiels. J'ajouterais de mon côté que ça a eu vraiment un impact en termes d'homogénéisation des niveaux de maîtrise de la sécurité des aliments et de la qualité. Donc là, je rejoins Stéphanie Lemaître sur ce point. Il n'y a pas que la sécurité des aliments, effectivement. Le deuxième point, c'est que tout ça a permis, parce que c'est vrai que c'est du travail, hein, l'IFS, le BRC, Sylvie me démentira pas, et donc ça a permis aussi quand même une structuration des effectifs, notamment qualité au sein des entreprises. Les services qualité se sont staffés. Il faut vraiment de la ressource pour travailler là-dessus. Et on en ressent l'impact aujourd'hui, vraiment dans les entreprises. Et enfin,
si on prend un peu de hauteur par rapport à la supply chain complète, les dernières évolutions, les derniers référentiels en fait tout simplement hein, liés à la logistique, au broker, donc tout ce qui est négoce, etc. Et l'implication de tous ces gens-là dans la démarche amène aussi une amélioration. Madame Pierre, vous qui accompagnez les entreprises au quotidien dans la mise en place de ces systèmes, comment ça a été ressenti hein? Quels sont les apports? Qu'est-ce qu'ils ont, eux, observé et vécu? Alors, les entreprises, en général, quand elles se lancent dans l'IFS et le BRC, de façon assez générale, c'est plus une contrainte que de façon volontaire. Bien qu'un certain nombre prennent ces référentiels-là, et moi je les encourage vraiment parce que c'est des référentiels qui sont bien structurés, à prendre ça pour structurer leur système. Mais en général, donc c'est plus une contrainte. Et puis en fait, on se rend compte que quand elles arrivent à passer la barre d'une contrainte en une opportunité, eh ben, ces référentiels-là sont vraiment une force pour l'entreprise. Parce qu'effectivement, comme Madame le Maître et M. Bérochot l'ont dit, eh ben, ça permet d'organiser l'entreprise, de refaire un point sur son organisation, comment elle est gérée, quels sont les points forts, quels sont les points d'amélioration qui restent à faire et l'implication de l'ensemble du personnel. Et moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que on arrivait à avoir une implication de plus en plus forte à tous les niveaux et plus uniquement du responsable qualité comme ça l'était dans les anciennes versions où on était très documentaire et pas assez terrain. Donc là, on a vraiment toute l'entreprise qui participe et résultat, tout le monde apporte une pierre à l'édifice. Et donc il y a un gros travail aussi de la part des équipes de production sur la justification des dangers, le travail opérationnel, comment est-ce qu'on les gère, sur affiner la traçabilité. Et au fur et à mesure, quand chacun appose sa pierre et va plus loin, eh ben on arrive à des systèmes qui sont vraiment très bien définis. Et ça, c'est quand même en grande partie grâce à l'IFS et au BRC. Voilà, donc on voit des évolutions importantes. Quelles sont, à travers toutes les dernières évolutions, qu'est-ce qu'il y a de le plus significatif pour les entreprises? Alors, sur les évolutions les plus significatives, on va prendre, je pense, le food defense. D'autant plus que le food defense, en France, on a la politique de l'autruche. Ça ne nous arrivera jamais. On voit que les événements récents vont pas trop dans ce sens-là. Donc il faut quand même s'y préparer. Et je crois que c'est cette partie-là de comment identifier quels sont les risques vis-à-vis de la malveillance en interne, en externe, comment est-ce que je sécurise mon site, mes produits. Et je crois que c'est ça l'évolution majeure qu'il y a pu avoir. Pour vous, Madame le Maître, en complément Alors effectivement, je confirme que la Food Defense, c'est une nouveauté qui est apparue dans la version 6, qui a été un petit peu révolutionnaire entre la version 5 et la version 6. Maintenant, je pense aussi à deux autres thématiques qui ont été nouvellement apportées dans l'IFS. La première, c'est la notion d'authenticité. Donc, vous savez que suite à la crise sur la viande de cheval, l'IFS a mis à jour 2 exigences pour essayer de maîtriser l'authenticité des produits. Donc, notamment via l'évaluation des achats, comment une entreprise surveille et référence ses fournisseurs. Et puis aussi sur le plan analytique, comment l'entreprise adapte son plan de contrôle pour essayer de prévenir dans la mesure du possible des cas frauduleux sur des matières premières. Donc ça, c'est une thématique récente et on y viendra un peu plus tard, qui sera sans doute développée encore plus dans la version 7 de l'IFS. Et un deuxième point auquel je pense aussi, qui a permis qui est très complexe à gérer, mais qui en même temps fournit plus de transparence, c'est la maîtrise des procédés sous-traités. Maintenant, dans l'IFS, on demande à ce que l'entreprise identifie tous les procédés de fabrication sous-traités. Et en fonction, selon si l'entreprise fabrique ou pas des produits MDD, il peut être demandé une certification IFS ou une demande de maîtrise de ces sous-traitants. Et ça, en tout cas, c'est un écho qu'on a en tout cas de la part des distributeurs, c'est que cette nouvelle exigence leur permet beaucoup plus de transparence et leur permet de mieux comprendre les degrés de sous-traitance dans la fabrication des produits. Et côté BRC, Alors, les principales évolutions du dernier référentiel applicable, donc de la version 6, elles ont beaucoup porté sur les zones haut risque et haute précaution. Donc sur la gestion vraiment des zones à risque en termes de pratique, en termes d'environnement de travail, etc. dans les industries. Ça, c'est pour les
dernières évolutions passées, on va dire. Pour les futurs, on va retrouver dans le BRC version 7, bon, de manière très très synthétique, hein, je m'excuse, des exigences de traçabilité sur la filière, y compris chez les fournisseurs des entreprises certifiées, des exigences liées à l'authenticité et à la lutte contre la fraude, une simplification aussi des exigences liées aux risques et aux zones de haute précaution, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Et enfin, pour finir, en tout cas ce qui concerne les exigences applicables aux entreprises, des exigences sur la maîtrise de l'étiquetage et des emballages, et notamment de la cohérence entre les informations qui figurent sur le produit et le produit lui-même. D'accord. Donc tout ça c'est intéressant, mais bon, effectivement, du côté des entreprises, c'est pas une mince affaire. On a affaire à plusieurs systèmes, IFS, BRC, ISO 22000, pour l'avoir aussi vécu moi-même dans l'entreprise, c'est quelque chose qui devient très très lourd. Est-ce qu'aujourd'hui, alors je sais qu'aujourd'hui on ont été mis en place des audits combinés. Comment ça se passe en réalité sur le terrain ? Allez, commençons par l'entreprise, là où ça fait mal. Là où ça fait mal. Bah, c'est vrai que les distributeurs, ils sont bien, mais ils sont de plus en plus exigeants et c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. Mais bon, c'est quand même eux qui tirent l'entreprise vers le haut. Alors moi, ce que j'ai souvent tendance à dire aux entreprises que j'accompagne, c'est mettez en place un socle fort d'exigences qui peuvent après être reconnues par l'ensemble des référentiels. Ayez un système qui fonctionne, qui soit cohérent et qui après, vous pouvez mettre une petite cerise sur le gâteau, un petit emballage différent avec quelques exigences supplémentaires sur l'IFS ou sur du BRC. Mais ayez un système qui soit compatible, cohérent et surtout qui permette de maîtriser correctement la sécurité sanitaire des produits. Parce que finalement, les référentiels, qu'est-ce que c'est, que ce soit IFS, BRC, c'est la sécurité alimentaire et le respect des exigences clients. Donc ça, de toute façon, c'est l'objectif de toute entreprise à la base. C'est un prérequis. Donc voilà. Et donc finalement, à partir du moment où les entreprises ont ce socle fort, bien ancré, eh bien, je dirais la petite touche IFS ou BRC ou ISO 22000, peu importe, elle n'est pas très compliquée à avoir. Et ça permet finalement d'avoir des entreprises qui vont vers des certifications combinées, IFS, BRC, ISO 22000. Voilà, en général, on fait une marche après l'autre, sauf ceux qui sont déjà bien avancés. et finalement, ça permet d'avoir des systèmes qui sont bien en place et bien ancrés. Et vous, Madame le Maître, donc est-ce qu'il y a toujours des différences entre les différents systèmes, finalement ? Alors oui, il existe et il existera, à mon sens, toujours des différences. Maintenant, dans ce paysage de normes et de référentiels, il faut savoir qu'il y a une initiative internationale pour la sécurité des aliments qui s'appelle la GFSI, qui reconnaît un socle de sécurité des alimentaires de tous les référentiels, type BRC, IFS ou SQF aux États-Unis. Et donc, dès lors que les référentiels sont reconnus par la GFSI, cela signifie qu'ils ont tous un socle sécurité alimentaire commun. Et de plus en plus, comme disait Sylvie tout à l'heure, c'est que les organismes de certification maintenant pratiquent de plus en plus des audits combinés. Les organismes de certification maintenant savent créer des grilles d'audit combinés qui identifient les troncs communs et les différences, ce qui permet de rationaliser les durées d'audit et aussi les coûts d'audit. Et la seule exigence que nous, propriétaires de référentiels, avons lors de la pratique de ces audits combinés, c'est que bien sûr le plan d'audit soit bien transparent sur quelles exigences ont été auditées à quel moment et selon quel référentiel. Mais c'est une pratique assez courante et ça fonctionne bien. Bon, au total, il s'agit bien évidemment de maîtriser l'ensemble des opérations dans l'entreprise. Un élément qui se fait jour aussi, qu'on voit non seulement apparaître, mais qui se développe, c'est la gestion des risques, tout simplement, donc dans l'anticipation. D'ailleurs, qui est intégré, si je ne m'abuse, dans l'ISO 9001, dans sa version 2015. Alors, comment, d'après vous, Monsieur Perrochot, ce sera intégré dans les systèmes ? Alors, c'est difficile à ce stade de répondre à cette question. À ma connaissance, je l'ai lu, donc voilà, à ma lecture du BRC version 7, c'est pas intégré à ce stade. Effectivement, ça va être intégré dans l'ISO 9001 version 2015, donc on peut s'attendre à des évolutions de ce type-là dans les systèmes de management de qualité dans leur ensemble et de façon harmonisée à l'avenir. Je pense que c'est un peu tôt pour ça, pour ce qui est des référentiels de sécurité des aliments à proprement parler, mais je ne veux pas me répondre à la place de l'IFS.
D'accord. Donc, précisément, me mettant à la place de ceux qui nous écoutent, donc quelles sont les principales évolutions à attendre et puis quand est-ce que ça arrive, notamment en termes d'IFS? Donc au niveau de l'IFS, il y a deux thématiques principales qui sont émergentes et qui seront développées dans la future version 7. La première, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est cette notion d'authenticité, de prévention de la fraude, qui sera vraiment renforcée dans la version 7 via le chapitre analytique et le chapitre des achats, où il y aura une réelle réflexion sur la sélection et la surveillance des fournisseurs, des intermédiaires, etc. Donc on remontera finalement à un niveau en dessous dans la filière. Et le deuxième aspect qui sera développé, qui peut être aussi un sujet qui fâche, c'est les audits inopinés, puisque l'IFS aujourd'hui n'a pas de dispositif d'audit inopiné et c'est une demande très forte de la distribution, mais également des autorités, puisqu'il faut savoir que certaines autorités compétentes de certains États membres reconnaissent la certification IFS, mais une des conditions sine qua non est la mise en place aussi d'audit inopiné. Donc c'est la tendance. Donc sachez qu'il y a un groupe de travail composé de distributeurs, d'industriels et de certificateurs qui travaillent là-dessus. Donc la FCD est en partenariat avec la FEF pour travailler sur ces thématiques. Et donc pour finir, en termes d'échéance, nous démarrerons les travaux de révision d'ici la fin de cette année, 2015, pour prévoir une publication de la version 7 fin 2016, début 2017. Donc contrairement au BRC, ce ne sera pas tout de suite, d'ici un an ou deux, sachant que l'IFS se base et se cale sur les publications aussi des nouveaux documents de la GFSI qui peuvent amener aussi des mises à jour à intégrer. Alors, très rapidement, avant de conclure, on n'a que quelques minutes. Monsieur Perrochot, et pour BRC alors, les prochaines évolutions, puis surtout quand? Alors, le timing, on en a parlé, la version 7, c'est pour le 1er juillet 2015. L'évolution en termes de... Bon, les audits inopinés sont déjà en place du point de vue du BRC, bien que pas très répandus. La tendance ira certainement aussi à des audits un peu à la carte, dans la mesure où, déjà à ce jour, les audits inopinés peuvent être éventuellement réalisés en deux fois, c'est-à-dire... soit on fait tout l'audit BRC inopiné, soit on fait que la partie opérationnelle et ensuite on revient, on replanifie la partie documentaire. Et ensuite, donc le BRC version 7 introduit aussi ce qu'ils appellent des modules facultatifs liés à d'autres éléments de la supply chain, en plus vraiment de la production à proprement parler de l'entreprise. Et qui sont donc, comme leur nom l'indique, également facultatifs, qui peuvent être soumis ou non à des audits inopinés. Donc du coup, on arrive vraiment à des audits à la carte, ce qui va demander beaucoup d'adaptation, non seulement de la part des entreprises, mais aussi de la part des organismes de certification et des auditeurs. Voilà, donc pour terminer, donc, en résumé, tout ce qu'on vient d'échanger, donc deux niveaux de changement en cours, véritablement, dans les versions actuelles et futures. Tout d'abord sur le quoi, sur le contenu. Donc on se polarise de plus en plus sur les éléments de traçabilité, c'était le cas, mais on accélère à ce niveau-là. Les éléments d'authenticité, compte tenu des événements qui ont été connus au niveau de fraude, évidemment, l'authenticité, par conséquent, limiter la fraude est devenu essentiel. Et pour ce faire, c'est une intégration verticale beaucoup plus importante au niveau de la chaîne, depuis les producteurs en amont et les transformateurs en aval. Donc ça, c'est un élément sur le fond. Sur le comment, on a vu des petites révolutions quand même. Alors on qualifie ça de modalité un petit peu plus flexible. Mais au total, il va s'agir pour l'entreprise d'accueillir avec le sourire des audits inopinés, des modules d'intervention à la carte, notamment au niveau du BRC. Donc effectivement, des modifications importantes pour ceux qui vont le vivre. Pour ce qui concerne l'IFS et sa version 7, donc il y aura une vigilance particulière pour des règles qui seront compatibles avec le système en place, au risque de tout casser. Évidemment, on parle d'évolution et pas de révolution dans le système. Donc ces référentiels sont très exigeants. Ils sont là, bien évidemment, pour garantir la maîtrise. On a parlé de la distribution, mais je rajouterais quand même le consommateur. Il faut pas, c'est quand même lui et les consommateurs, c'est nous. Et qu'il s'agisse au total de tirer les entreprises vers le haut pour s'adapter aux nouvelles exigences. Donc voilà, moi je vous remercie beaucoup pour votre participation. Il n'y a pas le temps de prendre des questions. Néanmoins, je vous invite en marge de ce plateau à rencontrer les personnes qui sont autour de moi et à leur poser les questions en direct.
Et si vous ne les rencontrez pas ici, vous pouvez les rencontrer sur le stand Isara Lyon, donc qui est dans le hall 2.1 J34, très précisément. 39. 34, c'est juste en face. J39. Merci beaucoup encore. Et puis voilà, à bientôt. Merci à vous. Merci. Merci Christian Pinault. Je rappelle que vous êtes directeur du département agroalimentaire de Isara Lyon, école d'ingénieurs au cœur de la vie, centrée sur 3 métiers, l'enseignement, la recherche et l'étude conseil, bien entendu, autour de la filière agroalimentaire. Nous allons enchaîner avec un tout autre sujet. C'est la vocation de ces plateaux de l'après-midi sur Sira TV avec la RPF Cuisine Pro. Nous allons nous intéresser dans quelques minutes à l'environnement du froid dans les métiers de bouche, ce qui a changé depuis le 1er janvier. C'est donc une actualité bouillonnante que nous allons décliner avec la RPF Cuisine Pro, technique et résolument pratique. La RPF Cuisine Pro est une revue trimestrielle ultra ciblée du secteur qui accompagne les professionnels des grandes cuisines en leur délivrant des informations opérationnelles. Il en sera question donc dans quelques minutes. A tout de suite sur Sira TV.